Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. En nous appuyant sur une expérience acquise auprès de milliers d'entreprises, nous avons identifié les principaux piliers sur lesquels s'appuient les fast-growing companies, les entreprises à croissance rapide, pour croître et percer les plafonds de verre. Après avoir écouté les entrepreneurs raconter leurs belles histoires entrepreneuriales, nous revenons avec une nouvelle saison consacrée plus largement aux acteurs de la French Tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elina Berebi, co-founding partner chez Revaya Capital, qui va nous parler de son parcours et de son expérience au sein du plus gros fonds de VC européen levé par des femmes. Quelle est l'ambition quand on investit dans des entreprises d'hypercroissance? Pour quel objectif? Quels sont les ingrédients du succès? Y a-t-il des erreurs à éviter? Nous explorons ces questions avec Elina au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne de la voix aux acteurs de la French Tech. Notre mission, c'est d'accompagner en Europe et puis aussi en fait partout dans le monde la croissance des champions de l'innovation responsable. Il s'avère que nous, on se met la barre plutôt en termes d'ambition pour nos boîtes, donc elles sont toutes en hypercroissance mondiale, etc. Et chez toutes, il y a une intention de faire les choses mieux. On est persuadé qu'on n'est pas obligé de faire un choix entre performance et engagement. On pense que les marques, ce sont des histoires et des messages auxquels les gens ont besoin de se rattacher. Bonjour Elina. Bonjour Franck. Donc je suis hyper heureux d'être là parce que je trouve que le fonds que vous avez créé a une vraie particularité. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et comment tu es venu à créer ce fonds? Alors moi je suis ingénieure de formation, donc très tôt avec un goût pour la science et les techniques, et je suis tombée dans le bain de l'investissement en travaillant pour ce qui était à l'époque le Fonds stratégique d'investissement, maintenant la BPI, et c'était pendant la crise financière. Et ce que j'ai réalisé à cette époque, c'est que en découvrant le métier d'investisseur, quand on investit du capital public, il y a une forte dimension de responsabilité dans le fait d'investir cet argent-là. Et à l'époque, donc c'était plus d'une dizaine d'années maintenant, c'était les débuts d'investissement socialement responsable. Et donc ça a été, je pense, un fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. Et après cette expérience au FSI, j'ai souhaité me concentrer sur les sociétés de plus petite taille, les sociétés tech. J'ai eu la chance de rejoindre Euraseo en 2013, où j'avais pu contribuer au lancement de la stratégie Growth, qui m'a ensuite amené à fonder Revaya. Très bien. Donc, en deux mots, Revaya, c'est un nouveau fonds, d'ailleurs, qui a changé de nom. Pour certains qui, peut-être, ont aperçu, ça s'appelait Gaïa avant. Donc, un rebranding et en même temps, une annonce d'un closing. Est-ce que tu peux nous redire, en fait, quelle est la dimension du fonds aujourd'hui? Oui. Donc, Revaya, aujourd'hui, on investit à travers notre premier fonds, qui a 250 millions d'euros sous gestion. On investit dans toute l'Europe et notre mission, c'est d'accompagner en Europe et puis aussi en fait partout dans le monde, la croissance des champions de l'innovation responsable. On pourra parler ensuite de ce que veut dire innovation responsable. Donc là justement, en fait, on parle de deux éléments qui sont importants, plutôt du gros. Ouais. Donc plutôt, alors pour les non connaisseurs, on parle plutôt de tours à partir de série B, C. Absolument. Donc des tours supérieurs à combien? C'est quoi votre... Nous, on investit dans des levées de fonds qui sont en général comprises entre 20 et 100 millions d'euros et plus. On investit à partir des tours de série B. Donc les sociétés avec lesquelles on parle ont entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires quand on noue la relation. Et notre parti pris chez Revaya, ça a été très tôt d'être multi-stade de développement. Donc on intervient aussitôt que ces tours-là, série B, mais on peut aller sur toute la chaîne jusqu'à du pré-IPO et du post-IPO. Pourquoi on a souhaité faire ça? D'une part, c'est une façon de refléter des stratégies américaines qui nous inspirent beaucoup et qui sont assez agnostiques en termes de stade de développement. D'autre part, c'est en ayant regardé ce marché de l'investissement tech qui mûrit très très vite et où les cycles sont de plus en plus courts, il est très important quand on est un investisseur justement growth de pouvoir comprendre ce qui se passe sur les marchés cotés
parce que ça peut être une destination, pas pour toutes les boîtes, mais pour certaines. Et cette sophistication sur ce type de transaction, c'est très important. D'où le fait que Revaïa, dès notre lancement, donc dès la création de la société en 2018, on s'est associé avec un asset manager qui s'appelle Sycomore et qui investit que sur les marchés. Et ce double regard private equity et public market est très important pour les boîtes à partir d'un certain stade. Et ce qui est assez intéressant dans le marché actuel, et je pense qu'on le voit tous régulièrement dans les journaux, c'est l'arrivée des hedge funds sur notre marché. C'est pas anodin. En fait, aujourd'hui, quand vous êtes un fondateur, une équipe fondatrice qui est au stade à peu près série D+, donc quand il cherche à lever, il ou elle cherche à lever des montants à 9 chiffres, en fait, il parle au hedge fund. Et c'est il faut assez avoir nouveau, une proposition de valeur différenciante. Absolument. Et si on revient là-dessus, donc c'est vrai que cette année, on devrait atteindre à peu près 10 milliards d'investissements dans la French Tech. On était à 5 milliards l'année dernière. Le grand enseignement, c'est qu'on a de plus en plus de tours supérieurs à 100 millions d'euros. Donc nous, on a un petit baromètre qui sort aussi régulièrement, donc on suit ça de près. Et on a vu, c'est vrai, l'arrivée, en fait, alors hedge fund ou gros private equity, mais de toute façon, on parle de la même chose. Et justement, la différenciation, vous la faites sur quoi? C'est quoi votre petite touche qui fait que, plutôt qu'aller voir un grand fonds classique américain, Revaïa peut remporter en fait ces tours-là? Qu'est-ce que vous apportez? C'est quoi votre petit supplément d'âme? Ouais, ce qui est assez chouette dans un monde d'abondance en capital, c'est qu'en fait, il faut pas vraiment faire la différenciation sur la taille du chèque ou justement l'abondance du capital qu'on pourrait apporter. On fait la différence sur plein de choses. Donc d'abord, on est un investisseur qui a des fortes convictions. Les fortes convictions, ça permet d'aller vite et le temps, c'est aussi une dimension importante de notre marché, c'est le truc le plus précieux. Donc le fait d'aller très vite sur les sujets, d'être engagé très vite sur les sujets qui nous plaisent, c'est important. D'autre part, ces convictions, elles nous emmènent à avoir cette approche justement d'innovation responsable. Qu'est-ce que c'est l'innovation responsable? Alors, j'aime bien qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus parce que, absolument. En fait, vous n'êtes pas un fonds impact. Non. Mais vous avez dans l'ADN du fonds une volonté d'accompagner des sociétés qui ont un investissement, qui sont responsables. Donc j'aimerais bien qu'on puisse en fait focuser 2 secondes avant de reprendre en fait le débat. C'est quoi pour vous l'investissement responsable? Ça, voilà. Comment vous le définissez? Alors on l'aborde déjà sous 3 angles: l'angle du business model des sociétés, ensuite l'angle des pratiques d'entreprise, et enfin comment on peut les engager dans une trajectoire de transformation. Donc c'est une approche qui est pas statique, c'est dynamique. Donc d'abord, si on parle des business models, nous, ce en quoi on croit, c'est que si on a l'ambition en tant que fonds d'accompagner les leaders de demain, on doit s'interroger sur leur façon d'intégrer dans leur modèle d'affaires et aussi dans leurs pratiques le fait que la société change et que l'environnement change. Et si on n'a pas des modèles qui sont bulletproof par rapport à cela, on risque d'aller droit dans le mur. Donc c'est très important aujourd'hui pour être en phase avec le monde actuel d'intégrer ces sujets-là. Ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, on a aussi établi des exclusions. Donc il y a des domaines dans lesquels on ne va pas investir parce qu'on pense qu'à long terme, ce sont des choses qui vont subir très fortement, par exemple, le prix du carbone. Quand on mine des bitcoins d'une façon qui n'est pas compatible avec les limites de la planète, nous, on estime que demain, ce sera un mauvais investissement. En tout cas, c'est pas compatible avec notre thèse autour de l'environnement. Maintenant, la blockchain a plein de mérites. Il y a plein d'autres applications qu'on pourrait tout à fait être amené à soutenir. Donc, pas d'NFT, en fait, chez vous? C'est pas forcément lié. En fait, il y a du mining dans certains domaines qui est très intense en termes de consommation derrière carbone. les NFT, on a de l'Ethereum, on peut avoir des voilà. Après, exactement. Donc la question, c'est en fait quelle exposition, quelle blockchain il y a derrière, et nous quelle exposition on souhaite avoir à des assets qui fondamentalement sont très consommateurs de carbone, dès lors que c'est miné sur base d'énergie fossile. Donc la vision, c'est de se dire à chaque investissement, on réfléchit par rapport à la thèse, aux valeurs en fait de Revaïa, et on regarde si c'est compatible ou pas. Et si potentiellement à long terme, ça peut vous mettre en défaut par rapport à vos convictions qui sont fortes. Absolument. Donc, impact carbone, c'est un des c'est un des éléments forts. Et après, si on regarde ça en positif, les thématiques qui nous intéressent, c'est digitaliser, par exemple, les petites entreprises. Ce sont évidemment des tailles de boîtes qui ont été à l'écart des grands marchés du software historiquement. Digitaliser des secteurs sous-digitalisés.
offrir les outils aux personnes qui innovent, donc aux créateurs et aux développeurs. On a également toute une thématique autour de la consommation durable et comment on accompagne les jeunes générations dans leur consommation. Donc tous nos investissements ont en commun d'être indexés sur les jeunes générations dans le travail et dans la vie privée, parce que leur mode de consommation se diffuse. Et d'autre part, on est donc attaché à ce que ce soit des modèles durables. Et après, sur notre style, on aime bien les boîtes qui ont une marque. On pense que les marques, c'est quelque chose qui ce sont des histoires et des messages auxquels les gens ont besoin de se rattacher. Et ça contribue de la valeur des sociétés qu'on accompagne. Tu parlais aussi des modèles, on parle un peu de gouvernance, on parle d'inclusion. Alors, ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est vrai que des fonds dirigés par des femmes, il n'y en a pas tant que ça. Sans tomber dans le premier niveau, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais est-ce que dans votre propre gouvernance, il y a un impact sur vos propres investissements, à savoir, est-ce que vous avez été confronté en tant que anciennement investisseur sur des comportements où vous dites mais peut-être que moi je l'aurais fait différemment, et le fait d'avoir la main directement, est-ce que ça influe sur certaines décisions, notamment sur certains modèles où vous dites ça on promeut ou pas, voilà, comment ça se traduit au quotidien? Alors ce qui est assez intéressant, c'est que le fait d'avoir une approche ESG, c'est quelque chose qui est largement répandu dans le marché, donc ça n'est pas du tout différenciant. En fait, ce qui est différenciant et ce qui est important, c'est d'avoir des convictions liées à ça, et donc de ne pas avoir une approche simplement de cocher les cases d'un formulaire, et c'est d'autre part de les mettre en œuvre. Et donc nous, on a plusieurs façons de les mettre en œuvre. Est-ce que le fait d'avoir été des femmes qui avons monté le fonds, est-ce que ça a un impact? Peut-être. En tout cas, on s'est simplement dit que pour prendre des décisions éclairées, il fallait être une équipe diverse, donc avoir un maximum de points de vue reflétés autour de la table, et que si on était tous pareils, on allait zapper des pans entiers de marché. Et d'autre part, on a tous autour de la table, hommes, femmes, et quelles que soient nos origines, on a la conviction qu'on a le moyen, grâce au capital qu'on investit, de prendre des actions. Donc ces actions, on peut les prendre de différentes façons. Donc d'une part par la sélection des thèmes dans lesquels on investit, donc avec volontairement l'envie d'être indexé sur certains sujets et pas d'autres. Deuxième moyen d'action, une dimension légale. Donc il y a plein de choses qu'on peut écrire dans des term sheets et dans des pactes, et ce sont des choses qui nous lient. Donc aujourd'hui, quand on a dans notre portefeuille des sociétés qui sont B Corp, ça veut dire pour nous en tant qu'actionnaires qu'on a pris certains engagements qui sont dans les statuts et qui nous lient d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, on met des clauses dans nos pactes qui engagent les sociétés à avoir un minimum de diversité dans leur conseil d'administration et dans leur C-level. On en est arrivé là. C'est assez fort quand même. C'est assez fort, mais en fait, ça va mieux en le disant. Et puis, quelque part, vous reproduisez ce qu'on a eu avec la loi Copé-Zimmermann, qui l'a imposé en fait à certaines tailles de boîtes, et finalement, vous le faites redescendre sur des plus petites sociétés, puisque finalement, vous êtes dans un canal qui est différent, en rajoutant quand même donc que ce soit B Corp ou raison d'être via loi Pacte, parce que alors là aussi, est-ce que B Corp est la meilleure manière de l'aborder? En tout cas, c'est là-dessus que vous allez aujourd'hui, c'est le bon critère, parce que c'est intéressant pour les personnes qui aimeraient peut-être vous envoyer un dossier. On sait qu'on a il n'y a pas tant de startups que ça qui arrivent à avoir le label B Corp, parce que c'est très très exigeant. C'est contraignant. Mais donc du coup, c'est votre niveau d'exigence, ou est-ce qu'une société qui serait simplement en fait avec une raison d'être, avec un ETI qui viendrait les valider, ça suffirait? Est-ce que vous avez jusqu'où vous poussez l'exigence? Ouais, on n'a même pas besoin de ça en fait. Et là, ça rentre dans la troisième façon qu'on a de regarder le marché, qui est comment on engage les boîtes sur une trajectoire durable. En fait, on comprend évidemment que quand on sort d'une boîte de terre, et puis on le sait pour l'avoir fait nous-mêmes chez Revaya, on peut pas faire tout d'un coup. Sûr, ouais. Et la beauté du monde dans lequel on vit, c'est que aujourd'hui cette demande d'avoir des engagements stratégiques et qui tiennent aussi les actionnaires, et des engagements en termes de développement durable, c'est une demande des fondateurs qu'on accompagne. Donc aujourd'hui, on a des appels entrants de boîtes qui sont pas du tout B Corp, qui qualifieraient peut-être selon nos prismes habituelles de juste scale-up
ils croient hyper vite. Et en fait, ils nous appellent pour savoir, ben voilà, là, moi, j'ai des convictions très fortes, toute mon équipe aussi, et comment on met en œuvre un plan stratégique qui fait bouger l'ensemble de mon entreprise et qui intègre le fait que j'ai envie d'avoir des équipes qui soient le reflet de la société. Donc, comment je construis une politique de recrutement qui me permet de diversifier, comment j'engage l'ensemble de ma chaîne de fournisseurs sur des bonnes pratiques, comment je fais passer mes serveurs sur des fournisseurs d'énergie beaucoup plus durables. Et donc, en fait, pour nous, cet engagement d'investisseur responsable part d'une croyance finalement assez simple qui est de se dire, si on veut faire bouger le curseur, il ne faut pas que ce soit les 1% ou les quelques pourcents de l'économie qui sont les plus vertueux qui fassent tout le job. Il faut que ce soit nous tous. Et nous tous, c'est toutes les boîtes. Et il s'avère que nous, on se met la barre plus tôt en termes d'ambition pour nos boîtes. Donc, elles sont toutes en hyper-croissance mondiale, etc. Et chez toutes, il y a une intention de faire les choses mieux. Est-ce qu'elles sont parfaites? Non. Est-ce qu'elles sont toutes Bicorp? Non. Est-ce qu'elles iront toutes vers du Bicorp? Je pense pas. Mais en tout cas, il y a la conscience que tous les agents économiques ont un rôle à jouer. Et que ce rôle à jouer, en fait, il n'y a pas de standard. Et donc, ce qu'on peut apporter en tant qu'investisseur et la chance qu'on a, c'est d'être à l'intersection de tellement de choses. Donc, nous, ce qu'on les aide à faire, c'est mettre en place des roadmaps, on leur fournit des chartes. Donc, on permet un peu de mâcher le travail et de donner des bonnes idées. Et notamment des idées qui sont inspirées de boîtes beaucoup plus grandes qui sont sur les marchés. Et quand Microsoft dit qu'il veut être net zero ou même carbone positive, c'est pas pour faire joli, c'est parce que derrière, ça va créer beaucoup de valeur pour Microsoft de faire ça. Et on pense que le reste du marché va aller vers ça d'une façon ou d'une autre. Et justement, en fait, dans la différenciation, je crois que dans la proposition de valeur, c'est aussi d'avoir des operating partners qui vont aider. Parce que globalement, la difficulté et la nouvelle manière de voir l'investissement aujourd'hui, c'est amener de l'argent, mais plutôt du smart money. C'est-à-dire amener de l'argent, et comme tu l'indiques, avec du conseil. Donc, comment vous êtes organisé aujourd'hui pour aider les entrepreneurs? Parce que gérer, alors le podcast s'appelle Grow Fast Now What, parce que l'hypercroissance pour l'hypercroissance, on sait qu'on a après on peut avoir quelques sujets, donc l'investisseur est là aussi pour aider le cas échéant. Est-ce que c'est la vision que vous avez et comment vous l'appliquez au quotidien? Ouais, donc c'est la particularité de notre marché, c'est qu'on est dans un marché de minoritaires. Et donc, quand on s'intéresse à une société, en général, elle a eu plusieurs tours de table avant, ce qui fait que mécaniquement, au board, on a une collection de financiers. Et puis, nous, on est un financier de plus, entre guillemets. Et ça, on pense que ça fait des gouvernances qui sont pas à la hauteur des enjeux des boîtes qu'on accompagne. D'où le fait qu'on propose que la place de board qui nous reviendrait soit prise par une personnalité externe qu'on va chercher dans nos réseaux et même dans des réseaux qui sont pas les nôtres. On se met d'accord avec l'équipe fondatrice sur ce qu'ils ou elles veulent et voilà, on essaie de trouver la meilleure personne qui puisse les aider à faire face à leurs enjeux. Chez GoHenry, une de nos sociétés au Royaume-Uni qui est une néobanque pour les parents et les enfants, l'enjeu c'était de croître et c'est toujours de croître aux États-Unis. On a fait venir la CEO d'une application mobile consumer aux États-Unis et qui peut les aider exactement sur leur sujet stratégique. Ce qui est assez atypique, parce que en fait, pour a priori un fonds qui met quoi. Quand un fonds a une seule place, souvent, c'est le fonds qui représente. Là, vous laissez votre place pour mettre quelqu'un d'opérationnel qui est un membre externe. Donc, vous allez chercher que j'imagine que vous rémunérez pour la mission d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, c'est un vrai engagement. C'est une autre proposition de valeur, en fait, un peu différente, finalement. Tout à fait. Et sachant qu'on continue à être au board via un rôle poste de censeur. Donc, en termes de flux d'informations et puis de contribution, ça change finalement assez peu. Mais l'idée, c'est aussi de se dire que par la gouvernance, donc le G dans le SG, ce truc-là, il faut qu'il ait une réalité. Et voilà. Et naturellement, quand une société s'est concentrée sur se créer, lever son site, sa série A, la gouvernance, c'est peut-être pas le truc qui est venu comme une priorité. Mais ensuite, plus on grossit et plus on a les enjeux, c'est important d'avoir des gens qui ont vu le film. Et qui pas seulement l'ont vu, parce que nous, on l'a vu aussi en tant qu'actionnaire, mais qui ont de l'intérieur, qui l'ont fait.
Et justement, dans cette ambition d'avoir de l'investissement en fait responsable, comment vous gérez le couple performance et engagement? Encore une fois, côté EY, on a une culture assez forte via beaucoup d'engagements qu'on a auprès de la société, en considérant aujourd'hui que de la performance pour de la performance n'a pas beaucoup d'intérêt, qu'il faut allier les deux. Pour autant, quand on est investisseur, et quand on est en grosse, à un moment donné, il y a des sujets de sortie, et puis il faut arbitrer hyper croissance avec engagement. Est-ce que hyper croissance rime avec hyper engagement? Voilà, c'est quoi votre thèse là-dessus? C'est quoi votre vision? Et voilà, comment vous le vivez aussi au quotidien? Ouais, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que on est persuadé, et puis le quotidien nous prouve qu'on n'est pas obligé de faire un choix entre performance et engagement. En fait, les deux vont main dans la main. Et justement, l'engagement est contributeur de la performance. Un exemple, quand une société comme Welcome to the Jungle fait un choix assez radical en termes de politique sociale et salariale, et qui est pas adapté pour tout le monde d'ailleurs, mais ils ont fait le choix de mettre en place la semaine de 4 jours. Donc assez radical. La semaine de 4 jours, la conséquence de ça, c'est qu'on a quasiment 0 turnover sur nos équipes de dev. 0 turnover sur nos équipes de dev, c'est de l'argent qu'on gagne tous les jours par rapport aux autres boîtes de notre marché. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, face à justement ces enjeux sociétaux et environnementaux, le fait d'avoir les pratiques qui tiennent compte de ces aspects-là, en fait, ça nous fait concrètement dans le quotidien, ça contribue à notre performance et à notre PNL. Donc c'est une approche vraiment pragmatique d'une part, qu'est-ce qu'on peut faire qui contribue directement au business model, à mes clients et au fait que ma relation d'affaires va aller mieux et que que ma marque va être encore meilleure, que mes clients vont être encore plus contents. Donc ça, on part vraiment du business, et ensuite on décline sur toutes les opérations de la boîte. Et il faut le voir, ça n'est jamais que pour nous une façon un peu holistique de considérer toutes les parties prenantes d'un business et d'essayer de les faire mouliner toutes dans le même sens. Et ça a vraiment une vocation stratégique. C'est pas un cheveu sur la soupe, un peu sympa, un peu green. Non, c'est vraiment stratégiquement comment on fait de l'accompagnement sur les sujets extra-financiers, comment on en fait un truc stratégique. Donc aujourd'hui, le marché est un peu booming. On a parlé en fait du flux d'argent, donc il y a un sujet de valorisation. Avec des multiples qu'on n'a jamais vus, et on se pose tous la question de savoir jusqu'où ça va aller. En tant qu'investisseur, comment vous arrivez à arbitrer ce sujet-là? Est-ce à dire aujourd'hui que même si c'est très haut, en fait, on considère qu'il y a tellement de croissance à venir qu'il sera possible de retrouver en fait son argent à la fin? Comment vous voyez les choses? Que l'arbitrage est assez simple. D'un côté, on a les entrepreneurs qui sont ultra sollicités. Et en fait, on a beaucoup de débats avec eux où ils sont même pas demandeurs, et en fait, on a des fonds qui viennent les voir, et du coup, l'argent afflue sans qu'ils demandent. Et quand on n'a pas besoin d'argent, en fait, finalement, ça fait aussi augmenter les valorisations, et du coup, ça pèse sur le marché et sur les sorties derrière, parce que s'il y a sortie en bourse, encore faut-il que ça tienne dans la durée. C'est quoi votre thèse là-dessus sur même si un fonds est là pour déployer l'argent au moins sur 5 ans. Voilà, c'est quoi votre vision de l'année 2000 qui arrive, 2022? Ouais. On aura du mal à faire des prédictions sur Moi, je veux une prédiction. C'est enregistré, en fait, on le ressortira. Et puis on ressortira. Ouais. Non, on peut faire 2 versions. Tu fais une version A, version B, et puis on verra laquelle on garde. Ce qui est sûr, c'est que c'est un marché qui est tout à fait au profit des entreprises qu'on accompagne, et c'est très bien, il faut qu'elles en profitent. On est sur des tendances de fond, des choses assez fondamentales. On a gagné plusieurs années de pénétration d'e-commerce, on a gagné des années de digitalisation. Donc quand on gagne des années de business plan, il y a probablement une inflation un peu naturelle des multiples. Après, il y a plein d'autres éléments macro sur lesquels je passerai, liés à la création monétaire, qui fait que mécaniquement aussi les multiples augmentent. Oui, plus d'argent en circulation, donc augmentation d'actifs, un peu d'inflation. L'inflation, des taux bas qui fait qu'on accepte de baisser nos rendements pour aller sur des classes d'actifs qui sont en croissance. Donc plein d'effets qu'on maîtrise pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que Franck, t'es dans ce métier depuis beaucoup plus longtemps que moi, ou un petit peu plus longtemps que moi, et pas beaucoup plus. Mais depuis aussi longtemps qu'on est dans ce marché, en tout cas, ça a toujours été trop cher, et donc si on était sorti à un moment du marché, on n'aurait jamais pu y rentrer. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas sortir de son marché et trouver midi à sa porte. Il y a clairement des dossiers sur lesquels on peut pas, pour lesquels bon nombre d'investisseurs de notre type, donc
issus du private equity ne peuvent pas aller parce qu'ils sont notamment financés par des entités, hedge funds notamment, qui ont des enjeux des objectifs de retour qui sont différents des nôtres, qui jouent avec des tailles de bilan et d'actifs qui sont très différentes des nôtres. Donc ça, c'est probablement des dossiers sur lesquels il y a une certaine éviction, mais ça reste la face émergée de l'iceberg. Sur tout le reste, en tout cas, notre style chez Revalia, c'est que les bons actifs, ça a un prix. Donc plutôt dans une logique premium, c'est-à-dire vous êtes prêt, quoi. Tant qu'à faire, autant aller plutôt sur du premium plutôt qu'un truc pas cher. En tout cas, notre style n'est pas forcément d'aller sur des choses pas chères. Quelle que soit la signification de pas cher aujourd'hui. Et la croyance de fond, c'est que dans l'économie dans laquelle on est, enfin, je parle d'économie plutôt digitale, on est sur des verticales sur lesquelles il y a de la place pour 2-3 leaders, pas 15. Et plus les boîtes sont bien financées, plus elles peuvent faire advenir cette position leadership. On n'est pas par ailleurs sur des marchés sous-jacents en croissance à 2 chiffres. Et donc ça, c'est la force du compounding. J'ai pas de bonne traduction française. Et la force du compounding, c'est quelque chose qui va aussi nous permettre de créer de la valeur. Donc, mon point, c'est de dire, il faut rester, enfin, nous, on a envie de rester dans notre marché. Il y a probablement une face émergée de l'iceberg qui est de temps en temps en train d'échapper à des fonds un peu plus traditionnels. En tout cas, il est important d'aller chercher des tendances fondamentales de création de valeur, notamment autour des aspects de développement durable. Et toujours dans cette logique en fait de marché, on appelle à une Europe de la tech parce que finalement pour pouvoir exister sur un marché mondial, encore faut-il avoir des leaders et on peut être un leader global dès le départ, mais finalement l'Europe est un bon départ. Si mes informations sont bonnes, vous avez déjà plutôt une moitié en France et une moitié hors de France, que je vois à la Suisse, les États-Unis, à l'Angleterre. Alors peut-être qu'il y a depuis il y a eu des updates, mais donc vous avez aussi cette conviction de construire un portefeuille qui est très international et de faire grandir vos sociétés en fait dans cette logique-là aussi qui est importante. Ouais, la logique européenne, elle est vraiment cruciale sur plein d'aspects. Si on combine tous ensemble les marchés européens, très souvent on arrive à la taille des États-Unis. Parfois on est beaucoup plus petit, mais en tout cas, c'est un marché de départ qui a une taille tout à fait décente. Et si on a envie en tant qu'investisseur d'accompagner un développement mondial, il faut aussi avoir des bases fortes sur notre marché d'origine. Donc, notre approche chez Revalia, c'est d'avoir un portefeuille qui est européen. C'est d'avoir, en tant que société d'investissement, d'être multilocaux, donc au plus proche des sociétés qu'on accompagne. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes que basé on est à Paris, à Berlin. À Berlin aussi, d'accord. Okay. Donc, finalement, très tôt dans notre développement, on a fait le choix d'ouvrir une équipe sur une autre géographie, un marché important. Et ça a beaucoup de valeur parce que proposer à des boîtes en Europe de leur ouvrir les 2 plus gros marchés de l'Europe continentale, ça a de la valeur. C'est quelque chose qu'on va encore accélérer avec d'autres hubs. Mais disons que la capacité d'être multilocal et plutôt high touch au sens très proche de nos boîtes. Ça, on estime que dans un monde où justement on a beaucoup de compétition très internationale qui investit à distance, etc., c'est quelque chose de différenciant et que pour être pertinent, il faut qu'on soit très fort en Europe. Et donc certes, quand les boîtes vont aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on peut accompagner, notamment via nos réseaux de partenaires opérationnels. Mais en fait, le fait d'avoir un investisseur growth qui connaît bien le marché européen, qui peut vous aider à vraiment consolider votre leadership sur cette base européenne, ça a la valeur d'avoir finalement plusieurs pieds solides sur plusieurs continents. Donc c'est ça notre proposition de valeur. Et on pense que, pour rejoindre peut-être ton point du départ, il y a clairement un enjeu de souveraineté en fait pour les capitaux européens et pour les fonds européens, qui est de se dire on a des boîtes en création ou en phase de croissance qui sont formidables. On se doit en tant qu'écosystème européen d'avoir des capacités d'accompagnement en capital vraiment solides. On se doit d'avoir des propositions de valeur complémentaires ou comparables à ce qu'apportent les gros fonds de crossover ou les gros hedge funds ou les gros acteurs du private equity. C'est vraiment crucial pour qu'on continue à faire grossir les boîtes et à les soutenir, et puis aussi à apporter des retours aux retraites européennes, quoi. Bien sûr. Et du coup, dans cette logique-là, le build-up, on a beaucoup d'investisseurs d'ailleurs
étrangers, sans les citer, qui aujourd'hui viennent en France en prenant une boîte, en la finançant beaucoup et en consolidant le marché autour, qui est finalement une stratégie qui est très compréhensible et du coup qui assèche. Globalement, on prend un leader, on prend tous les acteurs autour et sans citer de nom, on les aura tous en tête. Est-ce que dans votre logique de growth, parce que finalement la question sur le marché du growth, c'est a-t-on accès en fait au bon deal flow parce qu'il est très très concurrentiel. Est-ce qu'il faut en fait prendre une boîte et la faire grossir via du build-up européen ou est-ce qu'on en prend une qui est déjà faite? Là-dessus, vous avez déjà réfléchi à des actions de ce type sur le build-up qui pourraient en fait résoudre cette construction européenne, parce que pour avoir une Europe forte, encore faut-il s'entendre et pas avoir en fait un numéro 1, un numéro 2 dans chaque pays, parce que de toute façon, des États-Unis ou de la Chine, on est mort direct si on fait ça. Alors, la logique de build-up, elle est assez naturelle et elle arrive naturellement sur quasiment 100% des boîtes de notre portefeuille. Voilà, ça arrive à un moment sur la table. Et pour certaines, je pense que ce sera une partie importante de leur façon de s'étendre. Et c'est une question un peu classique pour une boîte, c'est est-ce que j'achète ou est-ce que je le fais moi-même? Et ce qui est assez intéressant dans notre marché, c'est que très souvent, par thématique, vous avez plein de boîtes à un instant T qui se lancent en même temps sur une thématique. Et puis, 4-5 ans, maintenant 2-3 ans plus tard, quand en série B ou C, en fait, la question se pose de racheter ou de se rapprocher des gens qui sont montés en même temps. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on a très souvent. Et finalement, c'est une certaine cohorte de boîtes dans laquelle on espère avoir sélectionné le leader et le consolidateur. Et puis, naturellement, il est amené à parler avec ses concurrents du départ. Et après, ce qui est intéressant aussi, souvent, c'est de regarder en fait l'Asie, c'est de regarder l'Australie et puis les États-Unis évidemment, comme des alternatives à une croissance organique. Donc voilà, clairement la logique de build-up, elle est présente chez nous et je pense qu'elle est assez naturelle dans notre marché à partir d'une certaine taille. Une dernière question, petit conseil en fait aux entrepreneurs qui nous écoutent pour bien interagir avec vous. La prochaine thématique qui est importante, vous en avez plein, mais est-ce qu'il y en a une où aujourd'hui vous dites j'aimerais bien aller vers tel domaine? Oui, alors je suis personne pour donner des conseils à des gens formidables qu'on soutient. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment dans notre portefeuille, on aimerait avoir plus la dimension climat et environnement reflétée. Donc voilà, c'est un sujet qui nous intéresse, mais parmi d'autres. Et ce qui est important, c'est d'être ça paraît con, d'être soi-même. En fait, on croit que, dans chaque domaine, il y a des styles d'entrepreneurs, il y a des styles de croissance. Est-ce qu'il faut tout le temps faire 100% de croissance? Je suis pas sûre. Il n'y a pas besoin dans tous les marchés de faire 100% de croissance. Mais il y a des marchés, il faut vraiment faire plus de 100% de croissance. Et associé à ces rythmes de croissance et puis aux difficultés spécifiques d'un marché, il y a un certain style de management et un certain style de personne. Et nous, on est assez attentif à est-ce qu'il y a une bonne corrélation entre la nature des personnes qui nous présentent un projet, une vision, et puis les challenges qu'il y a en phase 2. Donc voilà, on essaie d'être assez ouvert aux personnes telles qu'elles sont. Super, merci beaucoup Elina pour ton accueil. Merci Franck. Et à bientôt dans un autre épisode de Grow Fast Now What. Et pour retrouver nos autres épisodes de Grow Fast Now What, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming.